Oui, alors, si on veut reprendre un peu l'historique de la situation que l'on vit actuellement en ce qui concerne l'islamophobie, bon, très souvent on prend comme date de départ la fameuse loi de 2004, mais en réalité il faut remonter bien 20 ans en arrière déjà, notamment avec la loi de 1989, l'affaire de 1989, dite l'affaire du voile de Creil, avec la polémique qui était née et puis l'avis du Conseil d'État qui en est suivi. Et surtout, c'est que cette affaire-là s'inscrit dans un contexte particulier à la fin des années 80, puisque un an avant, en 1988, on a des contestations sociales en Algérie. Et ces contestations sociales, elles ont produit des réformes institutionnelles et notamment la mise en place d'une nouvelle constitution avec l'introduction du multipartisme et la naissance d'un parti très connu, que l'on a connu, qui est le Front islamique du salut. Donc on est dans ce contexte-là et comme vous savez, ce qui se passe en Algérie, je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de mal à vous le prouver, vu la situation actuelle, ce qui se passe des deux côtés en réalité de la Méditerranée a forcément des conséquences sur l'un et l'autre des pays. Donc on est dans un contexte politique qui est celui-ci en Algérie et donc l'émergence du Front islamique du salut avec évidemment beaucoup de questionnements en France sur la situation, ou plutôt ce que va devenir l'Algérie qui connaissait une situation politique inédite depuis son indépendance, qui était celle d'une nouvelle constitution avec la naissance du multipartisme. Donc c'est un an après, on a cette affaire, bien sûr, du voile de Creil, où évidemment, il faut imaginer la situation à l'époque. On a beaucoup de débats à la télé, dans les journaux, ainsi de suite. Sans trop m'attarder là-dessus, la décision du Conseil d'État à l'époque, en 89, elle est connue, puisque le Conseil d'État considère que le port de signes religieux n'est pas en soi ostentatoire. Donc, c'était à la demande à l'époque du ministre de l'Éducation nationale qui était Lionel Jospin. Et donc, il considère que les deux situations qui permettraient de mettre des limites au port de la tenue religieuse, c'est évidemment les cas de prosélytisme dans les établissements, dans les écoles, mais également en cas de trouble à l'ordre public. Mais depuis cette date, les débats nationaux sur le port du voile sur le port du foulard on a appelé port du voile islamique, n'ont pas cessé et ne cessent toujours pas 40 ans ou 30 ans, 35 ans après. Je suis pas bon en maths, vous m'excuserez. Et puis, en 1990, juste après, on a, évidemment, j'ai parlé, la guerre civile en Algérie durant une décennie, mais également beaucoup de conflits au Soudan. Et puis en Afghanistan, on a également l'arrivée au pouvoir d'un régime théocratique. Et évidemment, tous ces phénomènes-là de géopolitique internationale ont des conséquences sur le débat en France, où on dit, avec une forte population musulmane, il y aura forcément des conséquences avec des tenants de l'interdiction, tenants de limitation, de contrôle de la communauté musulmane à travers leurs institutions, à travers leur commerce, et ainsi de suite. Déjà, à cette époque, ça avait commencé. Puis plus tard, il y a eu la fameuse circulaire Bayrou qui vise à interdire les signes ostentatoires dans les écoles, évidemment circulaire qui visait principalement le voile islamique. Ça ne s'arrête pas là, il n'y a pas ici que le voile qui est visé, puisque toujours dans ce contexte de guerre civile en Algérie et des différents conflits internationaux, je vous rappelle qu'en 93, il y avait déjà eu le premier attentat à New York revendiqué par des groupes islamistes du Proche Moyen-Orient. On a des lois qui commencent à apparaître, des lois de sécurité, notamment la loi Debré, qui renforce le contrôle sur les situations cultuelles, sur le financement des associations cultuelles, déjà en 1997. Et évidemment, ça a eu un impact très important sur les structures musulmanes, déjà dès les années 90. On rentre en 2000. Évidemment, 2001, les attentats de New York, la situation devient encore de plus en plus difficile. 2004 s'ensuit la loi interdisant les signes religieux à l'école et qui marque une nette rupture dans l'application de la laïcité, puisque désormais, la laïcité, qui était un principe qui s'imposait au service public, désormais s'impose au public, et particulièrement au public de confession musulmane. Donc ça marque une nette rupture dans l'application de la laïcité. Alors évidemment, ceux qui ont défendu cette loi ont affirmé que
cette loi ne visait pas le voile ou que le voile, mais également les autres signes religieux. Dans les faits, c'était pas du tout ça. Si, peut-être, on pourrait me dire que ça a touché les Sikhs, les jeunes Sikhs qui ont été effectivement les deuxièmes plus grandes victimes de cette loi. Mais par exemple, pour les catholiques ou les chrétiens en général et les juifs, ils avaient, eux, des écoles privées déjà en grand nombre, vers lesquelles ceux qui ne souhaitaient pas se soumettre à ces nouvelles injonctions pouvaient se tourner. D'accord? Et puis, s'en est suivi une série de polémiques qui n'ont jamais cessé en réalité. Je vous rappelle, entre les années 90 et puis les années 2010-2020, ces fameux arrêtés municipaux interdisant les burkinis, mais également les débats relancés systématiquement sur ces sujets-là et qui continuent aujourd'hui de polluer nos médias et nos débats publics et politiques, malgré la décision du Conseil d'État en 2016. D'ailleurs, à l'époque, le CCIF était parti à cette affaire avec la LDH. Mais vous avez ensuite la fameuse loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, d'accord? Et en 2015, on a les fameux attentats qui ont endeuillé le pays et qui ont accéléré tous ces processus qui visent à restreindre le champ les libertés des Français en général et plus particulièrement des Français de confession musulmane, des Français ou étrangers d'ailleurs, à qui on a systématiquement maintenant on a considéré que c'était une population, une sorte de cinquième colonne dans le pays. Et évidemment, ce n'est pas limité cette fois-ci aux signes religieux, mais on a commencé à s'attaquer à la construction des lieux de culte, mais également on a eu des polémiques dans les hôpitaux, on a voulu restreindre plusieurs libertés. En réalité, l'objectif, comme on le voit aujourd'hui, afin que je ne m'attarde pas trop dans mon propos, on voit bien aujourd'hui, et notamment avec la loi séparatisme de 2021 et la loi 2016 avant sur les signes religieux en entreprise, qu'on cherche petit à petit à gratter les libertés individuelles, accessoirement celles des jeunes femmes musulmans, principalement, mais pas que. De plus en plus aujourd'hui, dans les statistiques que je regardais tout à l'heure d'ailleurs sur le rapport qui va sortir notre rapport qui va sortir dans quelques jours, on constate aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui subissent ces discriminations ou ces interdictions. Et la loi séparatisme, eh ben, tout simplement, cette loi-là, elle est venue renforcer, légaliser les contrôles et les renforcer des associations cultuelles et des financements, mais également c'est des dispositions qui ont facilité les lieux de culte, la fermeture de lieux de culte soupçonnés d'atteinte aux valeurs de la République, qui est totalement discrétionnaire. Dans la réalité des faits, comment ça se passe? C'est le ministre de l'Intérieur qui demande à ses préfets de fermer tel ou tel lieu. On ferme d'abord et on trouve les explications après. C'est parfois ces dispositions, ces décisions sont retoquées par les tribunaux administratifs ou bien même le Conseil d'État, mais dans la réalité, très peu de ces cas sont annulés. Pour quelles raisons? On en parlait encore hier avec certains juristes du CCIE. En réalité, ils ont une technique, si on peut appeler ça, si on peut appeler les choses de cette manière. En fait, la représentante en général ou le représentant du ministère de l'Intérieur devant le Conseil d'État, en fait, il fait endosser la responsabilité au juge, à qui il dit si vous refusez, vous cassez notre décision, si vous retoquez notre décision, alors vous assumerez les conséquences d'un éventuel attentat, les conséquences de telle ou telle disposition, on vous aurait prévenu. D'accord? Et donc, les juges, en fait, ils ont une pression telle que rarement ils reviennent sur ce type de disposition. Voilà, pour conclure sur cette première intervention, excusez-moi si j'étais un peu trop long, cette chronologie, qu'est-ce qu'elle nous montre? En fait, elle nous montre comment, depuis la fin des années 80, les restrictions sont petit à petit multipliées, d'accord, et qu'on fait face, à partir des années 2000, à une accélération notable qui vise donc la pratique des musulmans de France
très souvent sous couvert de protection de la laïcité ou de lutte contre le séparatisme. Voilà, je vous remercie. Moi, je ne vais plus faire notre discussion.